Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, la suite du DH20, le 5e des 8 épisodes DH20 2023. Et un épisode, celui-ci, il va faire parler, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est l'épisode qui regroupe les deux joueurs les plus clivants du DH20 2023. Et non, ce n'est pas Jaylen Brown. En l'occurrence, on va parler de deux joueurs qui sont à l'intérieur du top 10. C'est le DH20, donc je vais faire des présentations un peu plus sommaires. J'ai avec moi Amine, Madiane et Tom. Ils vous font des petits signes par vidéo, ils sont là. Vous allez bientôt les entendre, vous inquiétez pas, je ne les séquestre pas. Avant de commencer aussi, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, mais aussi sur YouTube cette année. Vous l'avez remarqué, on a ajouté des petits graphiques. Je remercie Adrien, notre expert montage, pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-bas et aussi à commenter. On essaye de répondre à tous vos commentaires. Allez, l'introduction est terminée. On va donc revenir sur le classement et la tradition. Vous le savez, ça va s'afficher sur YouTube pour ceux qui nous regardent justement sur YouTube. C'est le rappel du classement. À la 20e place, nous avions De'Aaron Fox. Avant de continuer, rappelez-vous, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, on a détecté une petite erreur. Donc à la 19e place, contrairement à l'épisode consacré à la 20e, 19e, c'est 17e, etc. place, ce n'est pas Paul George, mais c'est James Harden, donc 20e De'Aaron Fox, 19e James Harden, 18e Jaylen Brown, 17e Paul George, 16e Bam Adebayo, 15e Ja Morant, 14e Donovan Mitchell, 13e Shai Gilgeous-Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, et aujourd'hui, place au 9e. Avant de commencer, petite précision, et un rappel important, le classement du DH20 s'effectue comment ? Nous sommes donc 7 dans l'équipe du podcast, chacun propose un classement. Il y a le 8e classement, celui de vous, chers auditeurs. Chaque première place individuelle rapporte 20 points, 19 points, etc. On additionne les points de chaque classement et ça nous donne un classement général. Pourquoi ce rappel aussi loin dans le DH20 ? Aujourd'hui, les deux joueurs dont on va parler sont à égalité au niveau des points. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas considérer qu'on place le 8e vraiment très loin du 9e, et plus globalement, il faut considérer que les 5 joueurs dont on va parler dans les 7 épisodes et l'épisode suivant sont extrêmement proches des points. Ce qu'on fait en l'occurrence quand il y a une égalité au niveau des points, c'est que première chose, on regarde qui est présent dans le plus de classements. Les deux joueurs en question sont présents dans tous les classements, ce qui fait foi après tiebreaker, c'est le classement des auditeurs, et en l'occurrence, le classement des auditeurs fait que Kevin Durant est 9e du DH20 2023. Il a été 6e chez les auditeurs. Vous devinerez donc que le joueur qui se place devant lui est encore plus haut chez les auditeurs. Et ce qu'il faut marquer avec Kevin Durant, et je vais m'arrêter là les gars parce que c'est une longue introduction, c'est qu'on est face à une descente qui s'accélère vraiment. Il était 2e en 2020, il était premier du DH20 en 2021, 4e en 2022. Le voilà donc 9e à l'intérieur de ce groupe très serré. J'ai beaucoup parlé. Allez Amine, je vais te lancer toi parce que c'est un peu toi qui as lancé cette question. 9e, Kevin Durant. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur ? Est-ce qu'on ne projette pas un peu déjà son déclin ? Alors, si j'ai posé un peu cette question en avance, c'est parce que ça part d'une introspection personnelle. Personnellement, j'ai Kevin Durant 11e et je me suis posé cette question moi-même ensuite en me disant j'ai peut-être été un peu fort. Alors, néanmoins, on est quand même sur une chute, une baisse plutôt qu'une chute, justement. C'est peut-être ça la différence pour moi. Ce qui nous rend la tâche difficile pour juger un peu Kevin Durant, c'est qu'il joue assez peu finalement en régulière. Ce qui le sauve un peu, c'est qu'il joue en play-off, que ce soit les 2 dernières saisons. Mais là, il sort d'une saison à 47 matchs où il a été excellent sur la saison régulière. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a peu joué avec Phoenix, mais sur la première partie de saison avec Brooklyn, c'est du grand Kevin Durant, un candidat MVP. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Mais néanmoins, sur les playoffs, ça a encore posé un peu les mêmes interrogations que l'année dernière lorsque les Nets s'étaient fait sweeper par les Celtics. C'est qu'on a un Kevin Durant qui perd en gravité au moment des playoffs par rapport à la machine qu'il était. Le fait qu'il ne soit pas un initiateur fait que la difficulté qu'il a de plus en plus à créer de la séparation, notamment lorsqu'un défenseur arrive à bien le tenir, comme ce fut le cas avec Aaron Gordon du côté des Nuggets, rend Kevin Durant moins efficient, moins important finalement. Et moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que sur 2 séries de playoffs, par phase, il était le 3e meilleur joueur. Lorsque Kawhi était sur le terrain avec les Clippers lors de la première série, il était le 3e meilleur joueur derrière Kawhi et Booker. Et lors de la série face aux Nuggets, il était le 3e meilleur joueur derrière Jokic et Booker. C'est à partir de là que
J'ai voulu marquer le coup en le baissant drastiquement. Néanmoins, peut-être que je l'ai classé un petit peu bas. Mais on est sur un Kevin Durant qui est en baisse par rapport à l'immense joueur qu'il a pu être à un certain moment. Une personne qui le conserve haut dans l'équipe, c'est toi, Tom. Tu as Kevin Durant à la 6e place. Est-ce que c'est ça que tu as voulu conserver, Tom? Peut-être pas trop le descendre sur les acquis et peut-être aussi, et c'est un deuxième point qu'il faut rajouter, l'image qu'on a de Kevin Durant. C'est-à-dire que c'est un point qui a été un peu abordé dans le podcast, la partie sur James Harden. Le fait d'avoir été très très fort parfois, ça a tendance à être un peu négatif pour certains joueurs parce qu'on les juge face à leur version passée. En fait, la raison pour laquelle il est aussi haut chez moi, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles je me suis réajusté. Et en fait, par rapport à quand on a commencé nos critères, j'ai dit que j'ai trouvé que l'an dernier que j'étais dur pour les joueurs qui n'avaient pas joué assez. Et en fait, j'avais beaucoup pénalisé les joueurs qui avaient été blessés, notamment avec Paul George et Anthony Davis. Et en fait, ce qui s'est passé avec Kevin Durant, c'est que, comme tu l'as dit, Amine, quand il a joué et sur la première partie à Brooklyn, c'est quelqu'un qui a été vraiment très bon. Et comme tu l'as dit, c'était quelqu'un qui était classé au MVP. Et du coup, j'ai donné pas mal de valeur à ça. Et l'autre raison pour laquelle je trouve que, enfin moi je l'ai gardé haut, c'est que par rapport aux playoffs, même si cette année il y a une baisse, j'ai mis en parallèle un peu le contexte dans le sens où Kevin Durant il revient directement pour les playoffs. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué pendant énormément de temps, il revient directement pour les playoffs. Et je trouve que tu vois à cet âge-là quand même avoir réussi d'être aussi bon défensivement et avoir garder et conserver un tel volume offensif, parce que même s'il y a une baisse au niveau de la production par rapport à la saison régulière, au niveau du volume, Kevin Durant il est toujours au niveau, il est toujours haut placé en termes de taux d'usage, en termes d'efficacité, parce que par exemple on peut voir que il est dans le 98e centile en termes d'usage et qu'il est dans le 98e centile aussi en termes d'efficacité. Donc très gros usage, très grosse efficacité avec de la valeur défensive, surtout dans l'équipe dans laquelle il était. Et aussi, là où j'ai donné de la valeur, tu as parlé de la création de séparation de Kevin Durant. En fait, aujourd'hui, Kevin Durant, il a un shot making d'une qualité que, en fait, il y a beaucoup de tirs contestés. C'est un joueur qui va prendre, presque 80% de ses tirs qui sont soit contestés, soit très contestés, et qui arrive à avoir, par exemple, sur le pull-up qui est, on va dire, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très important, notamment quand tu arrives en playoff et dans ce range-là, entre guillemets. Sur du pull-up, Kevin Durant, c'est quelqu'un qui est à 55% d'efficacité au global. C'est-à-dire que le deuxième meilleur joueur en pull-up, c'est Kawhi, et il est aux alentours de 48. C'est voir le gap en fait qu'il y a, et c'est ce que j'ai voulu valoriser, c'est pour ça que je l'ai gardé aussi haut. Mais je comprends qu'il soit plus bas chez d'autres. On va le rappeler, ça va être très important dans ces épisodes-là. Encore une fois, on est sur la notion de détail. Amine ne déteste pas Kevin Durant, Tom ne pense pas qu'ils sont dans le même tiers. Ils sont vraiment dans le même groupe. Madiane, je vais vers toi parce que comme Amine, tu l'as à la 11e place, Kevin Durant. Même question et tu nous amènes où tu veux. Encore une fois, c'est un épisode avec seulement 2 joueurs, donc on va prendre notre temps aujourd'hui. Kevin Durant, dans mon classement, en fait, il paye pas tant cette année que les 3 dernières séries de playoffs qu'il dispute. Et l'année dernière, finalement, c'est la pire série qu'il fait. N'est pas cette année, mais l'an dernier. Et l'an dernier, justement, sa sanction était pas énorme dans le classement, mais on se posait la question, on se disait, attention, on va regarder attentivement. Et là, j'ai face à moi 2 séries. Une série plutôt rassurante face aux Clippers, parce qu'il revient à peine, parce que finalement, sa série face aux Clippers, elle est bonne dans l'ensemble. Mais il y a un point qui est très négatif, c'est que, effectivement, quand Kawhi joue, il n'est pas top 1 de la série, donc il est forcément derrière lui à mes yeux, et il n'est pas top 2 non plus, donc il est forcément derrière Booker à mes yeux. Et la série face aux Nuggets, c'est peut-être celle qui m'a le plus fait hausser un sourcil quand j'ai voulu regarder le joueur, parce que en termes d'efficacité, en fait ça n'allait vraiment pas, et c'est là où le bas a le plus blessé pour Kevin Durant, parce que il a shooté quand même sur 4,5 tentatives par match à 22% à 3 points. On est quand même très loin des standards auxquels il nous habitue. D'habitude, c'est plutôt quelqu'un de très efficace. Le haut tir global, il est à 45%. Et c'est des signes qu'on n'avait pas avant chez Kevin Durant. C'est-à-dire que quand il était dans l'élite, c'était plutôt quelqu'un qui prenait très peu de tirs, mais qui te marquait beaucoup avec peu de tirs. Et là,
Il a marqué dans cette série, il est à 29,5 points de moyenne, mais avec une efficacité qui n'est plus du tout au niveau où il était. Et c'est là où, pour moi, on voit le déclin. C'est que Kevin Durant est un joueur qui a toujours été efficace au travers de sa carrière, même en play-off. Et là, son efficacité offensive, notamment dans cette série face aux Nuggets, elle ne me va pas du tout. Pour compléter, parce que je suis celui qui est un peu au centre, enfin même si Kevin Durant, je l'ai assez bas personnellement, je l'ai du coup 10e et avec le recul, peut-être que j'aurais dû le mettre un peu plus haut. On a beaucoup de regrets, hein, forcément, parce que on vous l'a dit, à l'intérieur de ce groupe-là, on peut plus ou moins changer les places chaque semaine. Moi, je vais continuer sur ton argument, Madiane. Je vais revenir sur la série contre les Nuggets, parce que pour moi, une des forces de Kevin Durant en tant qu'attaquant, c'était le fait d'être, alors excusez-moi pour l'anglicisme, je vais essayer de l'expliquer, d'être match-up proof. C'est-à-dire que Kevin Durant, à son prime, quel que soit le match-up, il a tellement un bagage au niveau des skills important il n'y a aucun match-up qui lui posait problème. Et pour moi, ce match-up face aux Nuggets et plus concrètement face à Aaron Gordon, c'est la matérialisation du fait que Kevin Durant est en train de décliner, parce que face à un joueur qui, alors oui, c'est un profil extrêmement rare, je vous l'admets, mais face à un joueur face auquel il ne peut pas shooter au-dessus, concrètement, il ne peut pas shooter au-dessus d'Aaron Gordon, il y a eu beaucoup de difficultés, et ce problème de création de séparation, comme Tom on en parlait, et comme on en parle depuis 1 an et demi, 2 ans avec Kevin Durant, en réalité, il s'est matérialisé parce que ça lui posait de vrais problèmes pour scorer. Moi, ma question, les gars, c'est que entre le fait que Kevin Durant ne va plus du tout au cercle, Kevin Durant ne drive plus, Kevin Durant ne va plus du tout au cercle, sur les tirs pris au cercle, en saison régulière, avec Phoenix, il est dans le 0 centile. Personne... Je veux dire, c'est Chris Paulesque. C'est-à-dire que il va pas du tout au cercle. Et moi, les gars, la question, si on peut continuer, alors elle va peut-être paraître blasphématoire parce qu'on parle de Kevin Durant, et je glisse ça juste comme ça. C'est peut-être le joueur dans ce groupe-là qui a les pics les plus hauts. Parce que oui, quand Kevin Durant a des pics, il n'y a rien à faire là. Il est dans le top 4, ok, mais c'est peut-être ça le problème, c'est la capacité à les atteindre. Est-ce qu'on est encore sûr que Kevin Durant est une première option sans aucun doute, avec ce que ça apporte d'une équipe qui va très 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 loin? Est-ce qu'on a encore cette certitude totale? Je sais pas qui veut lancer. Allez, je vais peut-être le lancer toi, Tom. Est-ce que tu es sûr de ça encore? Non, j'en ai pas la certitude, puisqu'il y a aussi la notion de santé. On sait pas. Enfin, par exemple, comme on l'a dit dans un des épisodes précédents, Kevin Durant, il joue pas énormément au final. Par exemple, tu vois, quand on prend par exemple des gars comme Kawhi, Stephen Curry, lui, ce qui se passe en fait, c'est que Kevin Durant, il joue pas une grande partie de la régulière et après il joue les playoffs. Là où d'autres, en fait, ils jouent pas les playoffs. Ils jouent de la régulière et ils jouent pas les playoffs. Et comme on a tendance à pas mal valoriser le côté playoff, donc lui, Kevin Durant, c'est entre guillemets retenu contre lui. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur est-ce que ça reste un numéro 1, surtout quand tu vois l'échantillon qu'a produit notamment Devin Booker et la qualité du shot making de Devin Booker. Parce que autant, par exemple, pour rebondir sur ce qu'a dit Madiane, je trouve que retenir entre guillemets le pourcentage à 3 points de Kevin Durant, vu que c'est quelque chose qui est très rare, l'échantillon est pour moi trop faible pour totalement le retenir contre lui. Alors je comprends l'argument, mais pour moi l'échantillon est trop faible, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que Devin Booker, c'est limite le meilleur shooter de l'histoire, tu vois, par rapport à la notion de l'échantillon. Mais par rapport à ça, c'est vrai que ce qui lui manque peut-être aujourd'hui, Kevin Durant, c'est de la diversité offensive notamment, et plus de playmaking. C'est vrai que on a vu un joueur qui a évolué défensivement en devenant un petit peu plus un playmaker défensif, en ayant la possibilité un peu de jouer le rôle de roamer et des choses comme ça. Et ça, on aimerait aussi un peu le voir du côté offensif, et avoir du coup comment Kevin Durant, entre guillemets, le role player superstar, ou du moins la superstar qui devient numéro 2, s'ajuste en faisant quelque chose d'autre que le numéro 1 fait. Parce qu'au final, Devin Booker et Kevin Durant, ils vont exceller dans tout ce qui est scoring, mais sauf que tu as besoin que quelqu'un d'autre fasse tout ce qui est playmaking, et peut-être que Devin Booker est devenu un tellement bon scoreur que Kevin Durant n'aura peut-être pas le choix que de muter un peu, même s'il va garder l'essence de son jeu, et même si quand Kevin Durant sera sur le terrain, les défenses vont se concentrer sur lui. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Tom. Je trouve ça super intéressant. Le truc, c'est qu'ils ont rajouté un troisième joueur avec un profil finalement de scoreur également, avec Bradley Beal. Ils ont tous des capacités au playmaking et compagnie, donc j'imagine que l'équipe va
s'organiser de manière à ce que chacun prenne une partie du playmaking, une partie du scoring. Et moi, je pense que ça peut être intéressant. Ce que j'ai peut-être pas assez pris en compte pour Kevin Durant, dans le côté positif pour lui, c'est qu'en fait, si Devin Booker fait de si bons playoffs, c'est la notion de gravité qu'apporte Kevin Durant sur un terrain de basket et qui permet à Devin Booker d'être plus libéré dans le sens où il faut un gros défenseur pour s'occuper de Kevin Durant et du coup, on s'occupe un tout petit peu moins de Devin Booker s'il était la seule arme aussi importante au scoring. Donc Kevin Durant, même si c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, il apporte cette gravité sur le terrain, donc finalement c'est quand même quelque chose de positif. Et j'imagine, je vais dans ton sens Tom, que cette construction d'équipe un petit peu des Suns avec justement quasiment que des role-players autour de 3 joueurs forts, scoreurs surtout, mais un peu capables de tout faire, elle est peut-être intéressante et elle va peut-être permettre à Kevin Durant de se réinventer, peut-être pas dans un rôle de playmaking primaire, mais en tout cas d'avoir une partie du playmaking à sa charge et c'est un joueur intelligent, c'est un joueur capable, donc je suis pas sûr qu'on est sur une chute définitive, surtout que j'ai envie un peu de croire justement à cette construction, ça peut fonctionner en tout cas d'après moi. Je vais compléter du coup parce que justement c'est peut-être l'axe sur qu'est-ce qui va se passer et moi je suis optimiste sur le fait que l'an prochain ça ira mieux parce qu'effectivement avec plus de menaces offensives et aussi le fait que Booker a plus été a explosé aux yeux de tous, il sera moins ciblé et quand on regarde finalement ces stats, elles vont chuter typiquement sur l'isolation où ça représente quand même 25% de ses tirs, donc évidemment, une chute à l'isolation fait chuter ses stats, mais dans le reste, il se classe quand même dans le premier tiers et très haut dans les classements d'efficacité. Et ne serait-ce que par exemple, je regarde son spot-up shooting ou le pick and roll ball handler, c'est des trucs, notamment le spot-up, où je pense qu'il se retrouvera plus souvent dans cette situation et qu'il viendra moins faire de l'isolation. Parce que les shoots en isolation, Kevin Durant est suffisamment intelligent et je trouve que c'est une de ses forces pour savoir que c'est rarement une bonne idée quand tu dois partager la balle avec autant de monde. Donc il a généralement moins tendance à vouloir prendre ce type de tir et je pense que son efficacité pourra réaugmenter lors de prochaines sessions. Mais ça ne voudra pas dire que ce sera un meilleur joueur, ça voudra juste dire qu'il a fait les adaptations liées à son contexte collectif. Après, pour Kevin Durant, il y a aussi, je trouve, une notion de... Comment dire, le process vs le résultat. Parce que le process de Kevin Durant, c'est dur. Les tirs que prend Kevin Durant, c'est dur. Oui. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est difficile. Les gros pull-ups en sortie de pick and roll avec la main dans le visage, des trucs comme ça, il en prend énormément, il en met énormément. Et encore une fois, on en parle beaucoup, là, cette notion de création de séparation, ça se voit pas dans les chiffres, parce que les chiffres restent bons et parce que, encore une fois, sa qualité de shot-making est exceptionnelle. Mais je pense que c'est un joueur qui aura des difficultés à garder une telle efficacité en gardant ce même régime de tir. Parce que, encore une fois, si c'est le seul qui est aussi loin dans l'efficacité, notamment sur le pull-up en général, bah, ça veut dire que c'est une rareté et que forcément, si lui, il devient juste... Là, il est exceptionnel. S'il devient juste bon ou très bon, bah, ça peut totalement faire chuter en fait tout son jeu, quoi. C'est sur ça, moi, c'est sur ce point-là que j'aimerais bien insister, les gars, parce que je pense que peut-être un des reproches qui nous sera fait sur cette séquence, c'est de pas assez glorifier l'impact offensif de Kevin Durant, qui est important. C'est vraiment un attaquant exceptionnel. Oui. Et t'as raison, Tom, esthétiquement, ça paraît tellement difficile. Et la série contre Denver, je pense, c'est la plus représentatrice de ça. Moi, j'aimerais bien insister là-dessus et je le ferai encore plus sur l'épisode d'après, je pense. Sur l'épisode sur du coup, on sera 7, 6, 5. C'est qu'on a un stade du DH20 où être un gros scoreur, ça suffit plus. Si on prend par exemple les stats en playoff sur les 3 dernières années, j'aime bien cet échantillon de 3 ans, j'en ai parlé sur Damian Lillard. Si on prend l'échantillon de 3 ans, ils ont tous des matchs à 40 points. Ils ont tous tous des... Il y en a un qui en a qu'un seul, du coup, mais on va en parler dans quelques minutes. Mais ils ont tous des grosses perfs au scoring et on a un stade du DH20 où moi, je vais beaucoup valoriser qu'est-ce que tu apportes de plus que le scoring, en fait. Et là où Kevin Durant, vous en avez déjà parlé, j'ai un petit problème, c'est que le playmaking de Kevin Durant, je pense, c'est intéressant, mais on a un stade où
être intéressant, c'est plus suffisant. Il y a des playmakers de génie dans cette partie-là du DH20, donc pour que ça soit un vrai argument, un vrai plus, il faut être meilleur que ça. Défensivement, on va peut-être ouvrir cette page-là. Kevin Durant est un joueur qui est dans l'aide, globalement, et que je trouve que physiquement, le fait d'être un profil frêle, maintenant, on commence vraiment à avoir les conséquences. C'est-à-dire qu'encore une fois, la série contre Aaron Gordon, il se fait pousser, et il a pu... ça, c'est les conséquences de la blessure au tendon d'Achille. Il a plus le jump, il a plus les capacités athlétiques pour répondre. Ce qui fait que, comme tu le dis très bien, Tom, moi, je pars du principe que ce qu'on a vu et les petites baisses, tu en parlais, Madiane, à l'isolation, etc., pour moi, c'est pas juste. J'en ai parlé dans le premier épisode du DH20. Je ne vais pas partir du principe. Je ne lui donne plus de passe pour ça, Kevin Durant. J'estime qu'un joueur de 35 ans, ce que j'ai vu, c'est peut-être déjà limite la meilleure version qui reste de Kevin Durant. Donc à ce stade-là, je peux plus le conserver dans l'élite de la NBA. Les gars, j'ouvre ce dossier-là. La défense de Kevin Durant, on a un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on en dit? Parce que moi, je vous avoue que quand on compare aux autres ailiers, si on fait le classement justement de stop 12 là, ou même de stop 9, si on parle de la qualité de défense des ailiers, c'est le moins bon, je pense. Il y a pas de débat. Oui. Assez. Alors, limite. Je sais pas si on peut dire assez largement. C'est vrai que Kevin Durant, c'est. On va dire que. Il est beaucoup moins polyvalent que tous les autres dans ce qu'il peut proposer défensivement. Et c'est ce qui peut-être joue. Ce qui peut-être joue contre lui. Là où, par exemple, tu vas avoir. Tu vois, par exemple, si on reprend les différents ailiers, hein, tu vas avoir Jason Tatum qui est vraiment un joueur qui est élite sur la défense loin du ballon. Notamment sur la défense de l'ongle. Tu vas avoir Jimmy Butler qui est extrêmement disruptif sur tout ce qui est playmaking défensif, aller faire les interceptions dans les mains des joueurs, à lire les lignes de passe. Là où Kevin Durant, lui, c'est plus, on va dire, de la protection de cercle secondaire qui a son intérêt, mais qui est peut-être moins, enfin, du moins que c'est quelque chose qui a peut-être moins de valeur au global que ce que les deux autres apportent. On parle même pas de Kawhi, tu vois, que ce que les deux autres apportent. Et puis là où on peut peut-être contextualiser, c'est que lui, par rapport à la façon dont l'effectif était construit, c'est quelle version de Kevin Durant, tu vois, parce que le défenseur Kevin Durant qu'on a eu à Brooklyn était différent du défenseur Kevin Durant qu'on a du coup comment ça s'appelle, à Phoenix. À Phoenix, tout simplement parce que le personnel autour de lui était aussi différent. Et du coup, en termes d'échantillon, tu vois, encore une fois, c'est difficile pour moi de me dire que ce qu'on a vu de Kevin Durant à Phoenix, c'est exactement, par exemple, ce qu'on aura l'an prochain. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. L'arrivée à Phoenix avec un véritable intérieur dans la raquette qui est DeAndre Ayton a changé drastiquement. Il était plus, on lui demandait une défense plus énergivore du côté de Brooklyn, où il devait faire beaucoup plus d'efforts pour combler justement cette absence de grand avant un peu la révélation Claxton. Ça a été vraiment quand même compliqué en termes il a dû faire de la protection de cercle un peu primaire justement du côté de Brooklyn. Il est passé à de la secondaire. On a un échantillon qui est tout petit un petit peu à Phoenix, et comme l'a dit Tom, on a encore besoin de voir dans quel rôle exactement il va se trouver dans un rôle défensif. Maintenant, effectivement, j'ai du mal à le voir dans autre chose que dans justement ce rôle de roamer un peu qui va être à côté d'Ayton, puisqu'Ayton a été conservé, et ça va sûrement le décharger par rapport à ce qu'il a connu à Brooklyn, mais à quel point il va être efficient dans ce rôle, c'est plus du wait and see que du jugement définitif pour ma part. J'ai envie de voir encore l'année prochaine à quel niveau est Kevin Durant en défense. Et même statistiquement, du coup, quand on cherche sur le sujet de la défense, on est sur des échantillons tellement faibles. Et finalement, en vrai, pour être tout à fait transparent, les premiers échantillons de données statistiques sur sa défense et la contestation de tir notamment sont plutôt positives. Donc c'est même très dur de tirer une conclusion là-dessus, parce que même sur le faible échantillon, les données ne sont pas aussi mauvaises que ce que me donnait l'impression visuelle terrain. Après, par contre, on parle d'impression visuelle terrain, et effectivement, je pense que c'est un joueur qui pourra se faire beaucoup plus cibler et bully maintenant que par le passé. Mais c'est logique. C'est dans la lignée forcément d'un déclin d'un joueur, et il ne peut pas
offrir des garanties des deux côtés du terrain. Et en vrai, actuellement en NBA, il n'y a que l'élite de l'élite de l'élite qui arrive à faire ça. Donc c'est même pas un critère dans le tiers où il est que je peux retenir contre lui, parce que pour moi, s'il arrivait à nous offrir des garanties défensives, ce serait bien plus haut que la place où je l'ai mise. Après, là où je comprends, tu vois ce que tu veux dire, Ben, c'est que si offensivement son rôle diminue, s'il veut garder ou s'il veut rester là où il est, il faut qu'il apporte quelque chose C'est d'autre. exactement ça. C'est ça que je voulais vraiment mettre en avant, c'est cette deuxième capacité. Et là où je vais peut-être un peu... Encore une fois, j'ai Kevin Durant très haut. Kevin Durant est un très bon joueur de basket. Je précise parce que forcément, on aura des commentaires. Mais comment vous avez pu mettre Kevin Durant 9e? Moi, les gars, là où je serais un peu plus dur avec vous, c'est que ça fait 3 ans que j'entends un peu cet argument-là, que Kevin Durant, on a du mal à juger sa défense. Et je vais reprendre un peu ce que tu as dit, Amine, par rapport au rôle qui est changeant. Et c'est vrai qu'il a un rôle défensif qui est un peu difficile à établir de par son profil physique, je pense. Parce que tu es tenté de le mettre un peu à l'aide, parce que c'est un mec tellement long que tu te dis qu'il peut faire de la protection de cercle secondaire. Tu te dis que depuis sa blessure au tendon d'Achille, il a plus le même premier pas, donc il peut se faire battre. Et qu'en plus, la particularité de Durant de jouer 4 à un poste où il y a beaucoup, où parfois tu joues des joueurs un peu plus lourds, parfois tu joues des joueurs un peu plus qui sont un peu plus dans la vivacité. Le sol, oui. Moi, après, les gars, j'ai vraiment du mal avec le fait que Kevin Durant, on n'a plus le droit de ne plus juger sa défense, en fait. L'espèce de passe droit qu'a Kevin Durant sur sa défense depuis 3 ans, moi j'ai beaucoup de mal, parce qu'effectivement son rôle est difficile, et ça je vous l'accorde, mais au niveau du playmaking défensif, tu parlais, on cite les noms de Jimmy Butler, il est pas à ce niveau-là. Sur du 1 contre 1, comme un Jason Tatum, il est pas là. Protection de cercle secondaire, il est à des années-lumière de ce que pouvait faire Giannis Antetokounmpo, et autant sur ce qui est offensif par rapport au prime de Golden State, le rôle est différent, mais il y a une chute, certes, mais elle n'est pas drastique. Défensivement, il y a une vraie chute. Et c'est là où moi je veux lui faire payer, en fait, Kevin Durant. Encore une fois, il est top 10. C'est que cette chute-là, pour un mec qui est dans le scoring, qui n'est pas vraiment dans le playmaking, elle est importante. Parce que pour un ailier, c'est vital d'avoir cette présence défensive-là, et elle est un peu moins marquante qu'il y a quelques années. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Kevin Durant, les gars, qui est... Je vais juste... Si, parce que ça, je l'ai glissé, je vous ai pas laissé réagir, les gars. On est d'accord que les pics de Kevin Durant, c'est peut-être les plus hauts du groupe qu'on a là. Sans citer les noms. C'est dur de dire sans citer les noms, hein, mais... Moi, je pense qu'il a les pics les plus hauts. En tout cas, les pics, je parle pas de trucs qui durent un match. Je pense que Kevin Durant peut faire des bouts de série où c'est le meilleur joueur du groupe. Mais tu parles du groupe du tiers un peu, c'est ça? Ouais, exactement, qui va de 5 à 12. Bah, je dis non. Hein. Non. Je dirais pas le pic le plus haut, mais je trouve la sensation que tu ne peux rien faire, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est lui, je pense que c'est lui qui te met la plus grande sensation d'impuissance quand il est à son pic. Oui. C'est très bien dit. Je suis d'accord. Effectivement. Il y a quand même des joueurs qui commencent à discuter, qui ont fait des perfs où même moi devant mon écran je me dis waouh, mais en fait pas faire grand chose là défensivement pour des vents. Il y a quand même maintenant beaucoup plus de joueurs qui discutent qu'avant. On va enchaîner. Et c'est peut-être le plus Cleveland de tous, en fait, parce que en soi, on a parlé de KD, vous voyez, on a des classements différents, mais c'est tellement serré à ce moment-là du classement que, bon, ça se rejoint, mais là, on est peut-être sur le plus Cleveland, parce qu'on va parler d'un MVP qui est 8e en titre 8e du DH20, Joel Embiid. Joel Embiid était donc dans le DH20, je reprends mes notes, 12e en 2020. Il était, encore une fois, 11e en 2021. En 2022, il s'est classé à la 7e place. On le retrouve aujourd'hui à la 8e place. Il est 5e chez les auditeurs. On vous en a déjà parlé, il y a un top 4 qui se dégage. Donc c'est le premier joueur en dehors de ce top 4-là. C'est la règle. Je suis obligé toujours de lancer le supporter de l'équipe en question sur le joueur. Amine, tu en as peut-être marre de parler de Jojo. Du coup, mais est-ce que classer Joel Embiid, et on a déjà un peu ouvert ce débat-là sur Kevin Durant, c'est pas
justement classer et le débat de la saison régulière versus les playoffs, parce que je pense que ce débat, on arrête le DH20 à la fin de la saison régulière, les gars, il est jamais 8e, Joel Embiid. Alors, déjà non, ça me dérange pas de continuer à parler de Joel Embiid. Il y a cette relation amour-haine un peu, donc c'est pas si compliqué, hein, je peux en parler tout le temps. Oui, il y a forcément un lien entre ce que tu accordes à la saison régulière et les playoffs. Pour moi, c'est clairement ce qui a déterminé la position actuelle dans laquelle il est au classement. Si tu prends pas en compte ces playoffs, bon, c'est impossible de ne pas les prendre en compte, mais si tu prends pas en compte les playoffs, il est top 5. Je sais pas à quelle place exactement, je n'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, il est top 5. Sur ce qu'il a fait en saison régulière, sa saison régulière est exceptionnelle. Il y a eu des débats sur le fait que ça aurait dû être Jokic, pour certains ça aurait dû être Giannis. Néanmoins, peu importe qui ça aurait dû être, sa saison, elle est extraordinaire, que ce soit en termes d'efficacité, un usage à 37% si on prend l'usage basketball référence. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait une domination assez folle. On a douté dans un passé assez proche que ce serait un bon joueur pour le pick and roll, pour poser le pick. Il a fait une excellente saison avec Harden comme maestro, où on a usé du pick and roll et il a été très efficace dans le domaine. Maintenant, moi, je ne peux pas... Peut-être que j'ai un avis biaisé aussi parce que je suis supporter des Sixers, mais je ne peux pas me féliciter que avant même de s'être blessé, avant même de la série si importante contre les Celtics, dès les premiers matchs qu'il joue contre les Nets, il y a un Embiid qui se retrouve démuni face à des problèmes simples que sont des prises à 2, des prises à 3. À partir du moment où Dorian Finney-Smith arrivait sur lui avec les Nets, c'était compliqué pour Embiid. Alors, je lui demande pas d'être Jokic et de trouver toutes les solutions à tous les problèmes, parce qu'il a d'autres qualités, Joel Embiid, que Nikola Jokic, mais néanmoins, c'est le genre de situation où il doit à tout prix savoir gérer une prise à 2 et punir justement les prises à 2. Je n'ai pas vu ça, et pour moi c'est un gros problème, parce que c'est un joueur extraordinaire, on l'a dit, mais si tu ne trouves pas les solutions à des problèmes simples, tu ne peux pas taper à la porte des joueurs qui sont tout en haut. Ensuite, il y a les problèmes qui sont toujours récurrents, évidemment. Joel s'est blessé, il a pas terminé la série contre les Nets, il n'a pas commencé celle contre les Celtics, mais on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler que sa défense a été très moyenne, pour ne pas dire plus, en saison régulière. Néanmoins, moi j'ai été très rassuré par ses playoffs là-dessus. C'est ce qui est étrange, où il a été très bon en défense en playoffs. Il a fait de la bonne protection de cercle, et c'est ce que je me disais qui s'est confirmé finalement, c'est qu'on a un Embiid qui en régulière à 37% de l'usage, et ça se voit quand on regarde les matchs, est moins concerné par la chose défensive, ça se voit. Il est moins concerné même par le rebond, où il prend quasiment tous ses rebonds dans les quatrièmes quart-temps. C'est quelque chose qui se voit et qui peut se comprendre. Du coup, j'étais rassuré par sa bonne série en défense, ça veut dire qu'il n'a pas perdu ses qualités défensives. J'espère justement, j'ai encore de l'espoir. J'ai envie que Embiid s'inscrive dans quelque chose de plus collectif, justement. Je pense qu'il n'est pas le seul responsable. C'est un peu grâce à Doc Rivers s'il est aussi dominant en saison régulière, parce que c'est lui qui lui offre ce rôle un petit peu héliocentré autour de justement un pivot qui n'est pas un créateur, qui lui a permis d'avoir ce MVP. Mais c'est aussi de la faute de Doc Rivers que lorsqu'il y a les problèmes, il ne sait pas résoudre les problèmes parce qu'il est utilisé d'une manière unidimensionnelle. Donc moi, il est là, il est en dessous de certains joueurs qui ont montré plus de choses en play-off, moins en régulière, mais qui ont montré plus de choses en play-off. Je l'ai 8e comme dans le classement finalement du DH20. J'estime vraiment que c'est sa place. Pour le coup, j'ai parlé un peu de regret pour Kevin Durant tout à l'heure. Moi, j'estime que c'est sa place aujourd'hui dans le DH20. De l'espoir pour Amine. Avant qu'on enregistre, il a à la 10e place, Joel Embiid, et il nous a dit, je cite, je l'ai peut-être pas assez savaté. Je reprends le verbe, savaté. Du coup, Madiane, parle-nous de Joel Embiid. Est-ce que c'est aussi une question de saison régulière play-off, et puis les play-offs de Joel Embiid qui pèsent lourd, du coup, mais du mauvais côté pour lui? En fait, ça, on a chacun un peu ses critères. Moi, je rappelle aux auditeurs, moi, je pense que je dois être l'un de ceux qui pondèrent vraiment beaucoup sur playoff. Et je pense que ça se ressent pour le cas Embiid, mais année après année, parce que j'ai souvent eu tendance à le mettre plus bas que la plupart de mes comparses. Moi, ce qui me gêne, c'est le casier playoff qu'il a. Et c'est pas un casier, je parle pas du jeu là, je parle des blessures. C'est-à-dire que la seule année où Joel Embiid n'a jamais été blessé en playoff, c'est quand il se fait sweep en 4 matchs par les Celtics.
c'est la seule année. C'est d'ailleurs Et c'est qu'il sa est meilleure sorti. série. C'est sa meilleure série. C'est sa meilleure presta, mais il est sorti en 4 matchs. Il y a un moment, moi, je ne peux pas dire Joel Embiid c'est cool parce que en fait il joue tout le temps et il n'y a pas que le jeu, il joue blessé en fait en playoff. Il joue blessé, il joue avec des pépins physiques. Et moi, au bout d'un moment, quand ça arrive une fois ou deux, je dis ok. Au bout d'un moment, ça arrive à chaque fois. Contrairement où, par exemple, le Kawhi qui est un peu à part, mais voilà, quand Kawhi revient, t'as l'impression d'avoir un joueur à 100%. Lui, à chaque fois, il se blesse, il revient, mais en fait, il a un petit souci, il joue avec un masque, il a un truc, il se fracture un droit, il a toujours des problèmes qui l'empêchent aussi de performer en playoff. Donc, il n'y a pas que l'aspect jeu sur lequel je suis parfaitement d'accord, mais moi, je ne peux pas compter sur Joel Embiid. Je ne peux pas compter sur des prestations de haut vol de Joel Embiid. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur toutes ces années. Il n'y a pas de grands moments forts où tu te dis Embiid a porté l'équipe. Le meilleur run, il y avait Jimmy Butler qui apporté autre chose à l'équipe et qui lui a donné ce supplément qui a fait qu'elle était passée à 2 doigts du titre. Mais sinon, non, je ne à ce niveau-là de classement, dans le top 10 et dans le premier tiers du DH20, j'ai du mal à inscrire un joueur où je me dis que beaucoup d'autres joueurs au-dessus sont des options préférables à coucher en premier sur le 5 majeur d'une équipe qui va loin en playoff. Et Joel Embiid n'en fait pas partie pour moi. On va finir. J'ai volontairement terminé cette séquence par toi, Tom, cette séquence d'introduction, parce que tu as Joel Embiid 5e. La 5e place cette année, elle est un peu, comment dire, elle est très symbolique parce que, je me répète encore une fois, il y a vraiment ce top 4 qui se dégage. Donc, en soi, quand on met un joueur 5e, ça veut dire qu'on le met vraiment premier de ce classement 1 bis, si on veut. Pourquoi tu as fait ça, Tom? Encore une fois, le débat, je continue à le filer. On a déjà beaucoup parlé de nos critères dans le premier épisode. Si vous découvrez le DH20, on vous invite à aller l'écouter. Mais est-ce que c'est, Tom, tu as voulu remettre de la valeur sur la saison régulière cette année, c'est ça? C'est ça, donc en grande partie la valeur sur la saison régulière et aussi le fait que, encore une fois, comme tu le disais, Madiane, moi je l'ai pris de l'autre côté, la notion de blessure, c'est que cette saison, encore une fois, en playoff, il est blessé. Et en fait, retenir ce qu'il a fait sur les playoffs, il faut quand même contextualiser avec la blessure et que le Joel Embiid qui arrive en playoff était différent du Joel Embiid qui a fini la saison régulière. Donc c'est pour ça que j'ai un peu voulu... pour moi, c'est pour ça en fait, c'est la principale raison pour laquelle moi je l'ai gardé haut. Encore une fois, il est dans le même tiers, puisque moi mon tiers il va de 1 à 12. J'ai mis les gars dans le même... Non, même pas, de 1 à 11. De 1 à 11. Il y a juste LeBron qui est du coup dans un tiers à part. Mais... globalement, je trouve que c'est un joueur qui a fait une excellente saison et c'est en fait, tu vois, on parlait de Kevin Durant tout à l'heure, je trouve que globalement, Joel Embiid, c'est la version pivot de Kevin Durant en vrai. Enfin, c'est-à-dire que en gros, tu as les limites du playmaking à la différence en fait où si tu vois, c'est des joueurs qui ont à peu près les mêmes zones préférentielles, tu vois, la zone un peu de longue où tu vois, ils reçoivent le ballon lancé et à partir du moment où ils sont là dans cette zone-là, ils sont à peu près inarrêtables. Mais le truc c'est que le fait de faire ça, notamment pour Joel Embiid, c'est que lui, comparé aux autres, sa zone préférentielle est beaucoup plus fixe que les joueurs qui sont plus hauts. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la zone de l'ongle et les autres endroits, il n'est pas totalement inarrêtable. Et malheureusement, la problématique qu'il y a avec ça, et par exemple, quand on le compare à Jokic, c'est que Jokic, il fait ça d'un peu plus haut. Ça veut dire que ça ouvre aussi beaucoup plus d'angles pour les passes, pour les cuts et tout ça, alors que Joel Embiid, il reçoit le ballon au niveau de l'ongle, soit il y a une prise à deux, il y a un face-up, mais du coup, il n'y a pas assez d'espace généralement pour pouvoir trouver la passe sur le cut. Et je pense que c'est pas qu'une question de vision de jeu, hein. C'est aussi une question de pouvoir réaliser et d'avoir assez d'espace pour que mécaniquement la passe aussi arrive. Donc je trouve que c'est en gros, si tu as par exemple, je vais prendre une analogie. Disons, tu as une charge à lever et l'équipe doit faire 100 répétitions au total, tu vas avoir Joel Embiid pour faciliter l'équipe, il va en faire 50. Là où tu as d'autres joueurs qui, plutôt qu'en faire plus, eux, vont aider les autres joueurs à porter leur charge. Et c'est ça que Joel Embiid n'a pas, et pour moi, ça lui met en fait ce plafond de verre. Et je pense que c'est un joueur il peut aller plus haut que ça, mais ça demandera des changements dans son jeu et des changements dans son environnement.
Je vais essayer de réagir sur deux choses. Alors d'abord, je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus. Tu l'as un peu fait, Amine, sur le changement en fait de paradigme du jeu de Joel Embiid cette année. J'en ai parlé dans le podcast de Guillaume sur le Basket Lab, sur la formule de la syllabe. On a voulu en faire 20. Guillaume fait 100 joueurs à classer. Cet homme a des problèmes, vraiment. On vous invite à aller écouter ça. Du coup, j'étais interrogé sur Joel Embiid. Et il faut vraiment noter cet élément-là, je pense. Par exemple, si on prend les post-up, dans la saison 2020-2021, c'était 36% du jeu de Joel Embiid. C'est passé à 15%. C'est drastique pour un joueur de perdre autant de possessions en post-up. Et il a beaucoup augmenté sa charge en ISO qui a, elle, doublé pendant le temps. Donc, effectivement, vous l'avez dit, on est sur un joueur qui est beaucoup actuellement dans cette prise de position dans le elbow ou cette prise de position en face-up à mi-distance, là où il a un shoot très très fort, ça faut le noter. C'est là où il a peut-être le rapport à Kevin Durant, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement efficace de ce côté-là du jeu. Et c'est vrai pour moi, il est vraiment à la croisée de tellement de débats DH20 Embiid que ça en est fascinant. Il est à la croisée du débat saison régulière playoff. Je l'ai dit dans mes critères, moi j'ai tendance à donner beaucoup de valeur au playoff. Il est à la croisée du débat aussi sur cette notion de playmaking. C'est-à-dire que quand tu es haut dans le DH20, il faut apporter un peu de playmaking. Embiid est un des moins bons playmakers dont on va parler dans le reste du classement. Il y a aussi cette notion, et je vais vous lancer là-dessus les gars, de changement de rôle. C'est-à-dire que je suis d'accord, collectivement, il faudrait qu'il retrouve plus cette notion de protection de cercle et un peu moins de charge offensive pour être plus efficace. Ça, je suis d'accord. Et défensivement, faut parler de ça. Il a quand même des flashs défensifs, et plus que des flashs, des séquences défensives, notamment dans la série contre Boston, qui sont top 2 DH20. Il a des flashs défensifs de défenseur de l'année. Globalement, en termes de protection de cercle, les mecs avaient peur d'aller au cercle. Ma question, c'est plutôt que dans un profil DH20, il se limite encore plus son plafond. Parce que un profil moins de charge offensive et protection de cercle, on a vu la version ultime de ça, c'est Anthony Davis dans la bulle, qui finit 5e du DH20. C'est la version ultime. Ouais. Ça n'a jamais été plus haut. Donc, est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de Embiid pour gratter les places? C'est être moins de responsabilité offensive, Ami? Moi, j'ai envie de répondre oui. J'ai envie de répondre oui, et je vais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. On a beaucoup parlé de blessures, que ce soit pour l'accabler ou pour le défendre finalement. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'il est blessé, qu'il n'est pas blessé? C'est aussi ça la question. Parce qu'en fait, il a toujours une petite blessure, et on a l'impression qu'il a toujours cette petite blessure. Moi, sur le début de la série contre les Nets, je lui vois des défauts alors qu'il n'est pas censé être blessé. Alors, est-ce qu'il l'est pas? Je ne sais pas exactement, mais normalement, il n'est pas censé être blessé au tout début de la série. Et c'est toujours ce problème ça va rejoindre ce que tu as dit, Ben, et la question que tu poses, c'est que Embiid n'est pas le joueur qui te trouve les solutions, en fait. Et c'est là sa limite pour moi dans le DH20. Et c'est pour ça qu'il aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus haut, dans le sens où c'est un 1 par sa production, par sa domination, par tout ce qu'il apporte sur le terrain, mais c'est un 1 qui a besoin d'avoir un 1 à côté de lui. On avait un petit peu cette discussion autour d'un autre joueur, je pense de Tatum, pour ne pas le citer dans la discussion, mais c'est un peu le cas aussi pour Embiid, dans le sens où, pour moi, Embiid, il ne peut pas être efficient vraiment au meilleur niveau. Et alors, je ne demande pas à ce qu'il soit limité justement et qu'il soit vraiment un numéro 2, voire même un 1B, mais un 1 avec un 1. Dans le sens vraiment super team, je pense qu'Harden n'est plus vraiment un 1 et que de par aussi ses défauts dont on ne va pas revenir, on en a déjà parlé, c'était pas assez à apporter à Joel Embiid pour apporter des solutions. Il a besoin d'un joueur qui lui apporte plus de solutions, et je pense qu'avec ce joueur qui apporte plus de solutions, Embiid pourrait justement, et là je vais aussi revenir et être d'accord avec Tom, être un peu une forme dans l'esprit de Kevin Durant Prime, dans le sens où ce n'est pas celui qui t'apporte la solution, mais il est d'une telle domination et il t'amène tellement de choses qu'il peut être à ce niveau. Donc moi je pense pas je ne suis pas sûr qu'il soit tant limité. Par contre, dans la construction du roster, avoir ce numéro 1 à côté de lui, je suis pas sûr qu'il va l'avoir, et ça risque de lui causer beaucoup de problèmes. C'est vrai, Amine, tu vois, tu parles du côté numéro 1, mais vas-y, c'est Tom, vrai que d'un point de vue... Hein? Non, vas-y, Tom. C'est vrai que tu vois, d'un point de vue, on parle bien de numéro 1 offensif quand tu prends le volume, la charge et l'usage, mais James Harden reste, par exemple, au nombre de touches cette année, au nombre de touches et de ballons touchés, James Harden il est 3e de la ligue. Tu vois,
ça veut dire qu'il est quand même très présent et c'est lui qui met en position. Et c'est ça aussi dont souffre Joel Embiid, c'est que c'est pas un porteur de balle par rapport à tous les autres joueurs. Enfin, il a moins la capacité de porter la balle, puisque bon, encore une fois, à sa taille, avec son rôle et à sa position, c'est plus difficile de porter la balle par rapport aux autres joueurs. Déjà, ce qu'il fait avec sa taille, à sa taille, pouvoir se mouvoir de cette façon et aller gérer son scoring, chercher ses points, aller aussi sur la ligne des lancers aussi facilement, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour eux. Mais là, il y a quand même une limitation. Ben, tu disais, est-ce que c'est pas le plafond pour un joueur comme théorique, entre guillemets le truc, c'est qu'il faudrait, si les critères restent les mêmes, oui, ça le sera. Mais après, si Joel Embiid arrive à un moment où il fait trop bien ce qu'il fait, on n'aura pas d'autre choix. Par exemple, avec potentiellement, quand on va arriver sur le top 2, il y a un gars qui, il y a quelques années, on disait que par rapport à son profil, ça va être dur pour lui d'aller plus haut. Il est allé plus haut. Parfois, tu as des joueurs qui te laissent pas le choix en faisant mieux ce qu'ils font. Je vais lancer Madiane, mais est-ce que la question, Tom, sur ce joueur-là en question, on disait ça à un moment de sa carrière, il y a eu de la progression. Est-ce qu'on n'est pas aussi face à la version finale ou proche de la version finale de Joel Embiid, en fait? Mais ça, tu vois, on n'a pas la certitude. Comme je disais, on n'a pas la certitude. Peut-être que c'est un joueur qui va encore mieux faire ce qu'il fait dans les années à venir. Parce que, tu vois, il y a 2 saisons, il fait une saison calibre MVP. Il a progressé la saison d'après. La saison d'avant la saison dernière, c'est pareil. Et la saison de ce MVP, il a encore progressé. Donc et peut-être qu'il peut encore aller plus haut dans Tom. Ce qu'il fait, tu vois. Mais juste... Et à Madiane, je vais donner la parole à... seconde. Oui, vas-y, Amine. C'est juste pour dire, pour revenir sur ce que dit Tom, c'est clair que Joel Embiid est un joueur qui progresse. Hein. En saison régulière, on le voit. Hein. Il y a vraiment chaque année, c'est-à-dire que peut-être qu'il abandonne certaines parties de son jeu, par exemple au niveau défensif, mais en attaque, c'est un joueur qui a progressé sur beaucoup d'aspects, hein, chaque saison. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Et ce qu'on attend de voir, c'est un peu plus justement en play-off, mais il a progressé. Madiane, tu as 10 minutes pour toi. Je coupe les micros de tout le monde. Je coupe même les micros des gens qui sont pas là. Vas-y. Pas besoin de 10 minutes. Non, mais en fait, sur justement le jeu de Joel Embiid, il y a un point qui est important, et du coup, tu l'as évoqué, Tom, mais je voulais le souligner, c'est qu'il souffre aussi d'une comparaison avec une anomalie qui est Nikola Jokic. Nikola Jokic est une anomalie. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde son jeu, ce qu'il peut faire, etc., on se dit « Ah, mais ce serait tellement mieux s'il devenait Jokic ». Ce n'est pas Jokic, ça ne le sera jamais. Jokic est une anomalie. Et du coup, Joel Embiid n'a pas besoin d'avoir du playmaking, n'a pas besoin d'avoir une meilleure vision de jeu pour monter dans le classement. J'en prends un exemple, c'est-à-dire que Anthony Davis, par moment, nous faisait penser qu'il pouvait montrer qu'il avait des flashs de meilleurs joueurs du monde. Et que du coup, si tu arrives en fait à te rendre en fait injouable pour la défense adverse, c'est là où tu peux passer le palier d'au-dessus. Le problème de Joel Embiid dans sa configuration actuelle, c'est qu'il est loin d'être injouable. C'est que les solutions peuvent être trouvées et sont même trouvées trop simplement. Et c'est là où le bas blesse dans son cas. C'est que on parle d'un Kevin Durant. Quand Kevin Durant se met en mode machine, tu ne peux rien faire. Tu regardes les dégâts. C'est pareil, un Lillard, on a l'image d'Austin Rivers qui prie le ciel parce qu'il a enfin loupé un shoot. C'est ça la sensation des joueurs dans ce tiers-là, c'est tu ne peux rien faire et ils vont te marcher dessus. Joel Embiid, en play-off, il n'a jamais montré de côté inarrêtable. On a toujours senti qu'on pouvait le stopper, qu'on pouvait le ralentir, qu'on pouvait le fatiguer, parce qu'il y a aussi cette composante-là, où en fin de match, il se fatigue, il n'a pas la caisse, notamment au vu de sa musculature et de sa taille. En fait, c'est des joueurs qui se fatiguent bien plus rapidement, surtout quand quelqu'un est très musclé, en fait, il se fatigue bien plus vite que quelqu'un qui l'est moins, comme un profil à la Jokic. Et du coup, forcément, il a des limitations. Et je pense que ce palier-là, il le passera sans doute pas parce que l'âge fait que j'ai du mal à voir une version inarrêtable, parce qu'en fait j'en ai même pas eu des échantillons. On n'a pas eu d'échantillons de cette version-là d'Embiid, donc je vois pas pourquoi d'un seul coup il pourrait le montrer sur une totalité de série de playoffs, alors que même l'échantillon je ne l'ai pas. Je n'ai même pas de match référence où je me dis
ah oui, non, mais là, ce match-là, ils ont rien pu faire en face. Ce n'est jamais arrivé. Non, j'ai l'impression que le plafond de verre, il est là et qu'il le dépassera jamais. C'est là où moi j'insisterai sur cette notion de jeu énergivore. Je suis d'accord avec toi, Madiane. Il y a d'un côté le profil physique d'Embiid parce que c'est une bête. Enfin, Joel Embiid, clairement, il est massif, etc. C'est un lican. C'est surtout impressionnant quand tu le vois à côté de d'autres joueurs, pas en vrai. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, mais à la télé, rien qu'à la télé ou sur votre League Pass brésilien. Du coup, quand on le voit, il y a vraiment cette sensation de domination physique, en fait, il est très grand. Et ça a tendance à le fatiguer. Et pour revenir sur le parallèle Davis que j'ai mis un peu en avant, je trouve qu'en fait, la réduction du rôle, les gars, tu parlais des fameux flashs de meilleurs joueurs du monde dont on a parlé, c'est une expression qu'on reprend souvent, Madiane, sur Anthony Davis, mais c'est très précis. C'est dans la bulle. Et c'est quoi Anthony Davis de la bulle? Anthony Davis de la bulle, c'est un joueur qui est capable de switcher au large. Il peut pas faire ça, je l'ai mis. Par contre, dans la protection de cercle, je pense qu'il est meilleur. Protection de cercle pure. C'est peut-être un top 3 protecteur de cercle NBA. Et Embiid, par exemple, sur les flashs de la série contre Boston, je pense qu'il y a un débat sur le fait que ça soit peut-être le meilleur protecteur de cercle NBA sur un moment très précis. Je pense qu'il a ce potentiel-là, passons. Mais c'est un mec qui est capable de switcher au cercle. Et offensivement, moi, je sais un problème sur Embiid dans la sélection de tirs parfois, notamment sur les tirs à 3 points, etc., où il n'a pas cette capacité à les mettre. Il y a eu cette progression sur mi-distance. Et encore une fois, j'affirme, je ne dis pas qu'Embiid ne progresse pas. Je dis juste qu'en fait, les progrès nécessaires à la montée vis-à-vis du joueur qu'on a actuellement, pour moi, et je vais rejoindre Madiane, sont pas concevables. C'est-à-dire qu'en fait, on lui demanderait, il sort d'une saison historique, tu l'as dit, Amine, et on lui demande d'être plus dominant que peut-être une des versions historiques d'un mec avec un usage pas possible, parce qu'en termes d'usage pour un pivot, Joel Embiid, j'avais regardé justement dans le podcast avec Guillaume, dans le top 10 des saisons à l'usage sur les 20 dernières années, ça nous donne Joel Embiid, DeMarcus Cousins, Joel Embiid, DeMarcus Cousins, Yao Ming, Joel Embiid. Voilà, il est partout. Ouais. Donc, en fait, je me demande à quel point cette transformation-là, elle est possible pour un mec qui a tout le temps joué comme ça et qui, de l'autre, pour moi, mettrait un plafond de verre avec un changement. Et puis, en termes d'efficacité offensive, ça donnerait quoi, les gars? Ça serait un joueur qui serait toujours dans cette palette un peu mi-distance, un peu post-up. Il y aurait toujours cette difficulté à aller chercher des points, cette difficulté à finir dans les fins de match, ce qu'a même Nikola Jokic, alors que c'est un joueur qui sera très 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 haut dans le DH20. Moi, j'ai l'impression que c'est le profil Joel Embiid qui me pose des questions à l'heure actuelle. Mais après, encore une fois, c'est la même chose. Tu vois, pour le nommer encore une fois Nikola Jokic, je me souviens à un moment, je crois qu'on avait enregistré, je sais même pas si c'est un DH20, on avait fait une émission avec Madiane et Ben, et on avait dit que pour que Denver soit champion, il faudrait que Michael Porter Jr. soit le meilleur joueur. Dans le profil. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. J'adore ce joueur, mais j'ai peut-être fumé du crack ce jour-là. À l'époque, on mettait des limites en fait sur le profil de Jokic, notamment par rapport à la valeur défensive. Et là où, par exemple, où je pense que ça peut changer sur Embiid, c'est si l'environnement autour de lui change. C'est-à-dire que lui, on l'a vu à chaque fois dans des environnements très particuliers et pas forcément idéaux pour lui. Et c'est quoi l'environnement, du coup? Comment? C'est quoi le bon environnement, du coup? Moi, je pose la question. C'est pas James Harden. Alors, pas forcément pas James Harden, mais avec, par exemple, un joueur de pick and roll plus dynamique, avec des joueurs qui sont capables, plus de joueurs qui sont capables de shooter, de driver, de cut, d'aller au cercle, de cut, voilà, toutes ces choses-là, en fait, parce que c'est un joueur qui a souvent été entouré de one-way players. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec Tom, ce que vient de dire. Les environnements n'ont pas toujours été idéaux. Je vais quand même dire une chose, c'est pas le pire environnement qu'il a eu cette année. Le problème, c'est que cette année, c'était plus le maintien du niveau de tous les joueurs en play-off qui n'a pas été parfait. Mais cette année, il a bénéficié d'un meilleur environnement dans le sens où il y avait un des meilleurs spacing qu'il a eu depuis qu'il est à Philadelphie et probablement du meilleur meneur gestionnaire sur pick and roll qu'il a eu depuis qu'il est à Philadelphie. Mais ça suffit pas dans le sens où, par exemple, moi j'ai parlé d'un truc qui a été marquant, c'est l'absence de joueurs qui viennent cut, et justement ça l'aide pas à résoudre les problèmes de prise à 2, de prise à 3, justement. On a été sur une attaque très statique, notamment en play-off. Et pour revenir aussi un petit peu sur ce que vous disiez au niveau du corps, on est quand même sur un Joel Embiid qui a changé un peu de corps depuis 2-3 saisons, qui s'est affiné et qui a cherché justement à trouver un peu plus de
de vivacité, pas d'explosivité, mais de vivacité, et qui en a trouvé un petit peu. C'est en ça aussi que je disais qu'il y avait des progrès. On est sur un joueur qui n'est pas... je sais que tu parlais des 3 points. En playoff, c'est très difficile, mais il n'est pas négatif pour le spacing. Le seul truc, c'est qu'on lui demande... On ne veut pas qu'il en prenne trop. Peut-être qu'il en prend parfois un peu trop. Mais pour revenir à tout ce que je disais, moi, je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin foncièrement de progresser. Je pense qu'il a besoin, juste comme vient de dire Tam, et c'est pour ça que je rejoins ce qu'il dit, d'une meilleure construction pour, en étant le même joueur, être déchargé justement d'être celui qui doit trouver les solutions, mais de celui qui doit détruire l'équipe adverse. Et il est tellement fort quand il est mis dans les bonnes dispositions pour détruire l'équipe adverse qu'il peut y arriver justement. Il peut monter d'un cran en étant pas un initiateur. C'est là où peut-être ça complique un peu la difficulté, et justement d'être dans la meilleure construction d'effectifs possible, et ça c'est pas toujours possible tout simplement, et peut-être qu'il n'aura jamais cette meilleure construction d'équipe possible, et que justement on restera avec ce Joel Embiid qui peut aller gratter justement un top 5 dans sa meilleure saison possible. Diane, c'est à toi, parce qu'autrement là je contrôle plus le rythme, donc c'est à toi. Non, mais en fait, les réflexions autour de la construction d'équipe de Philadelphie sont intéressantes parce que moi, je ne suis pas convaincu que l'idée de James Harden soit la meilleure idée, parce qu'en fait, James Harden ne demande pas à son pivot de savoir faire ce que Joel Embiid sait faire. C'est un joueur qui, je pense, limite trop... alors, il s'adapte, hein. Mais dans ce qu'il a toujours fait, tout ce qu'il a toujours su faire, il limite quand même beaucoup le rôle offensif de son pivot dans de l'efficacité à des trucs très basiques, et c'est lui finalement qui fait tout le travail pour lui assurer un certain confort. Et je pense que c'est pas la version idéale du meneur. Ça reste un très très bon meneur, James Harden, mais la compatibilité Harden-Embiid me fait m'interroger là-dessus, et je pense que c'est pas forcément d'un gros playmaker finalement qu'il en aurait besoin, mais finalement d'une menace offensive très forte dont il a besoin. Et je pense qu'il a plus besoin d'un meneur très très scoreur, et je pense que Lillard serait un meilleur fit. Je parle que du fit, je parle pas du niveau, mais du fit global et de l'idée que je me fais d'un meneur. Et c'est là où le bas blesse, je pense, à Philadelphie, c'est que on ne pourra pas optimiser à 100% son utilisation. Après, comme dit, si tu es obligé pour un joueur dans le top 10 des H20 d'aller te poser des questions de est-ce que James Harden est un bon fit pour jouer avec lui, c'est aussi qu'il y a des limites et des problématiques qui font que tu ne peux pas mécaniquement monter extrêmement haut dans le classement, parce que si tu dois te poser 1000 questions pour pouvoir prendre un joueur, c'est qu'il est plus bas que prévu. J'irai là-dessus, et c'est peut-être une bonne conclusion, on va peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai, c'est Adrien, on le salue, Adrien qui a Embiid 6e, qui dit souvent ça, qui part un peu de cette logique de draft fantasy. Alors ça rentre toujours plus ou moins, peut-être je pense inconsciemment, de l'idée de fit, etc. Et c'est là où je vais aller dans ton sens, Madiane, c'est que effectivement, si sur un joueur classé si haut, on insiste à ce point sur l'environnement, parce que tu l'as dit, Amine, il y a personne n'a un bon environnement en fait dans le DH. Kevin Durant, on a disserté là-dessus, sur le fait que bon, c'est peut-être pas l'environnement idéal pour qu'il produise. S'il y a autant de questions sur l'environnement, bah en fait, peut-être que la question de base c'est sur le profil d'Embiid. Et encore une fois, c'est un profil c'est difficile de construire si haut sur un mec qui est pas porteur de balle, sur un mec qui a pas de tir extérieur de par sa position, etc. C'est là où toute la limite de la comparaison avec Jokic qui a existé à un moment dans le DH20, mais qui est plus logique à ce stade-là. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être que le profil pose beaucoup trop de questions pour un joueur qui a été, et il faut encore le souligner, sur des standards en saison régulière qui étaient historiques. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Les gars, je regarde, je scrute l'arène. Je dirais en conclusion que ça reste un très très bon joueur, et qu'on parle de l'élite encore une fois de la NBA. Hein, c'est quoi? C'est le 99,9e pourcentage? Non, il n'y a pas autant de joueurs. Mais en tout cas, je suis très mauvais en maths. Vas-y, Tom.
Donc, ça pose aussi les questions aussi de la valeur des profils et de la considération de la valeur de ces profils-là. Parce que si tu vois, par exemple, lui, on se dit que c'est ce profil-là et qu'au final, ce profil-là a moins de valeur que d'autres profils, peu importe son niveau à ce profil-là, au final, il va toujours quand même rester moins bien considéré qu'un autre profil qui est moins bon dans ce qu'il fait, tu vois. C'est ça. Et je pense que c'est un truc qu'il faudra... On a un peu parlé sur Twitter, je crois. Il faut savoir que nous, on a un biais peut-être de volume. C'est-à-dire que je sais que collectivement, on donne beaucoup de valeur au fait de prendre les responsabilités, parce que c'est bien gentil parfois d'être ultra efficace avec un petit rôle, mais rien ne dit qu'avec un rôle plus important, tu seras efficace. Et c'est vrai que Joel Embiid, il faut lui dire ça. Parce qu'encore une fois, je parlais d'usage, on peut parler de load, offensive load. Il est sur des standards pour un pivot qui sont inhumains. Enfin, Joel Embiid, c'est irréel ce qu'il prend en termes de charge. Donc, c'est ce qu'il faut souligner. C'est cet équilibre-là, se disant, s'il serait moins responsabilisé, il serait peut-être plus efficace. Mais est-ce que du coup, il aurait cette mise en valeur individuelle qui serait suffisante? Eh bien, du coup, les gars, on va finir là-dessus. On a réussi quand même à faire autant de temps sur 2 joueurs. On est quand même incroyable. Donc, on avance, on gratte des places dans ce DH20. Rappel donc du classement, il s'affiche comme d'habitude sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube. À la 20e place, nous avions De'Aaron Fox. À la 19e, James Harden. À la 18e, Jaylen Brown. Je profite pour préciser quelque chose, c'est que ces 3 joueurs, en l'occurrence, sont égalité. De'Aaron Fox, James Harden et Jaylen Brown sont égalité, ce qui a fait le classement comme il est, c'est la présence dans les classements, tout simplement. Donc, au-dessus de Jaylen Brown, nous avions Paul George, 16e Bam Adebayo, 15e Ja Morant, 14e Donovan Mitchell, 13e Shai Gilgeous-Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, et je reprécise à égalité en termes de points, qui ont été du coup séparés par le classement des auditeurs, 9e Kevin Durant et 8e Joel Embiid. Pour aller encore une fois plus loin dans cette question de points, mais je pense que je le rappellerai, le joueur qui est 7e est à 1 point des 2 autres. C'est-à-dire que concrètement, il y a 8 classements. Je vais vous donner une image comme ça. Il y a 8 classements. Vous voyez à quel point on hésite. Il y a juste un de nous qui intervertit peut-être Embiid, Durant ou le joueur 7e, et l'ordre est complètement différent. Donc encore une fois, c'est vraiment pour que vous preniez conscience que là, on est à un endroit où Kevin Durant est 9e, il aurait bien pu être 7e, comme 6e, comme 5e. Il faut vraiment pas. Là, faut comprendre qu'on considère que ces joueurs-là sont dans le même groupe. C'est peut-être là où il faut nous attaquer si vous considérez que un de ces joueurs-là ne dépend pas du groupe en question. En tout cas, merci Amine, merci Madiane, merci Tom. On se retrouve dans quelques jours pour discuter de la 5e, de la 6e et de la 7e place. On vous rappelle d'ici là de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcasts, Podcast Addict, et de nous mettre des notes partout. Également de vous abonner sur YouTube. On s'approche petit à petit des 2000 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas pour voir nos petits graphiques. Nous, on va prendre une pause parce que c'est très très dur ce mois des H20, c'est exigeant. On va prendre une petite pause et puis on se retrouve très vite pour la suite du classement. Merci les gars et à très vite. Salut. Tchuss. Salut, merci à toi Ben.